Le vrai cinéma est au théâtre, un cycle de conférences animé par Jean Louchet. Vallée Abrao de Manuel de Oliveira, une conférence enregistrée en public le 15 décembre 2005. Bien, donc un petit temps pour vous laisser quand même recevoir une dernière fois le film. Bon, question qui me semble avoir peu de réponses. Quels sont ceux qui ont déjà vu ce film ou qui aviez déjà vu ce film? Bon. Et quels sont ceux qui avaient déjà vu d'autres films de Manuel de Oliveira? Ah, quand même, bon, d'accord. Bon, comme vous avez pu le constater, c'est un cinéma extrêmement personnel qui n'a pas de répondant dans le cinéma mondial. Enfin, il y a le cinéma d'Oliveira, c'est un cinéma comme une espèce de continent à lui tout seul. Et sa particularité, sa singularité font que son œuvre, moi je la considère comme vraiment magnifique, mais elle n'est pas très attractive pour une partie du public, celui qui va voir King Kong et le reste. Bon, alors maintenant je vous écoute. Oui, allez-y. En fait, j'ai été impressionné par... Bonsoir à tous. J'ai été impressionné par la poésie, le langage, le parler de Oliveira, la façon de... Sa voix off qui rythme le film, la musicalité aussi qu'a ce film à travers l'aria de Bach et entre autres, puis aussi la force esthétique, et puis cette force esthétique qu'il a aussi par rapport à se référencer à l'art lui-même, quoi, une mise en abîme de l'art avec des références. On voit la Joconde, on voit l'Éros, la Psyché, on voit plein de entre le religieux aussi, et puis aussi le païen. Il y a plein de thématiques. Il est super riche le film. Enfin, il y a aussi la pesanteur. Enfin, là c'est un autre domaine. C'est plus sur le fond du film, la pesanteur des conventions sociales de la bourgeoisie. Il y a aussi, il y aurait tellement à dire. Il y a l'obscur objet du désir un peu buñuelien qu'on pourrait dire de Emma, puis aussi la mise en abîme par rapport à l'œuvre de Bovary, en fait elle-même. Emma, elle connaît l'œuvre Bovary, elle se situe par rapport à elle aussi. Enfin, je sais pas, je suis un peu en paradoxal. Voilà. C'est assez large, quoi. Il est vrai que c'est un film de ce point de vue de grande richesse et d'une véritable complexité. Mais je crois que la chose qui frappe le plus les spectateurs, sans peut-être qu'ils s'en aperçoivent, c'est qu'en fait le film est fait sur deux langages. Un qui est celui du livre, textuel, c'est celui d'un roman, et l'autre celui de l'image. Et souvent, ils ne vont pas ensemble. Alors, si vous prenez, je prends tout à fait à la fin, comme ça c'est plus rapide. Elle claudique, d'accord. Donc, elle traverse un morceau de bois qui tombe. Enfin, il y a un morceau de bois, elle tombe à l'eau. Bon, on reste sur ça. Normalement, c'est une fin de film. Et à ce moment-là, immédiatement, le roman parle de l'autre personnage et de sa mort. Et vous avez constamment un jeu comme ça d'échange qui, en aucun cas, vient éclairer l'un ou l'autre, c'est-à-dire l'image ne vient pas éclairer ou illustrer le texte du roman, le texte romanesque, et le texte romanesque mène son jeu complètement indifféremment à l'image. Ce qui donne tout de suite cette particularité au film, et en même temps, je reconnais, une difficulté, car avec en plus les sous-titres, puisque il nous faut les sous-titres, mais je pense que ça doit quand même pour des Portugais, ça doit pas être simple. C'est-à-dire que, par exemple, quand c'est le roman, quelquefois on dit, on ne sait jamais au fond de qui on parle. Vous êtes comme ça dans une espèce d'incertitude, puisque l'image ne vient pas, je répète, éclairer ce qui se dit. Et inversement, l'image, donc je répète, continue son chemin tout seul bien. Alors ça donne cette incompréhension pour le spectateur. Il ne sait plus, le spectateur, où il en est. Car en plus, le texte, qu'il soit, un peu moins en dialogue,
C'est-à-dire donc là en théâtralité ou en représentation dramatique ou en texte littéraire romanesque, fait que vous y perdez. Vous êtes dans une sorte d'épaisseur qu'a voulu Manuel de Oliveira, puisqu'au fond, ce qu'il essaye de faire, c'est de permettre au cinéma de retrouver ou de trouver l'épaisseur romanesque, la densité romanesque, mais avec des moyens de cinéma. Et non pas un cinéma avec l'aide du roman, de la littérature. Et je suis tout à fait d'accord qu'il présente au spectateur et au public une forme d'épreuve, d'autant plus une épreuve qu'il ne s'amuse pas à faire un film en 2 heures, mais il le fait en 3h20. Bon, ce qui est sur une histoire que tout le monde connaît, qui est Bovary, mais qui est une Bovary 80 ans plus tard. C'est-à-dire, on connaît Bovary. Mais nous, on n'est pas Bovary. Mais on est quand même Bovary. C'est-à-dire, tout un tas de sous-entendus ou de non-dits. En fait, on est dans l'aristocratie ou le milieu extrêmement aisé de la région de Porto, du temps de Salazar. Donc, il n'est pas question d'avoir des rapports directs. Il faut rester dans un certain, pas seulement standing, mais dans une certaine façon d'être où la femme n'a pas le droit d'être, si ce n'est que la femme n'a que 2 fonctions. Et c'est pour ça que c'est tellement magnifique à ce moment-là, à la fin du film. Ou bien elle est là comme servante. Alors, il vaut mieux qu'elle soit muette et sourde comme ça dans la paix. Elle ne vient pas vous embêter. Ou bien la femme doit être belle, superbement belle. Elle doit éveiller le désir sans être capable elle-même ou sans avoir à répondre à ce désir, si ce n'est qu'elle voudrait bien le faire et elle ne peut pas le faire. Puisque nous sommes dans un monde où tout n'est que frustration, où tout est oppression, je dirais, des mœurs, et plus politique, mais ce n'est pas dit directement, parce que ça n'a pas été dit, sauf à la fin, lorsque l'aristocrate émet quand même des opinions qui, je trouve, ont une résonance aujourd'hui même sur l'Occident, et sur la grande action civilisatrice de l'Europe, ou de la France par la même occasion, et on se rend compte que le film est en fait, comme toujours chez Oliveira, ce sont des films politiques qui ne parlent pas de politique, mais tout est politique. À commencer justement par les personnages qui sont dans une situation politique. Et le film se développe de cette façon, simplement, en ne prenant jamais prétexte à des actions. Non, c'est des actions d'une banalité que les personnages voudraient vivre avec un peu plus d'intensité, mais en fait, c'est le triomphe d'une médiocrité tranquille. Et le personnage de Emma, je ne dis pas qu'elle voudrait échapper à cette médiocrité, c'est là où elle est différente de Bovary. Elle joue son rôle, qui est, c'est la dernière phrase du film d'ailleurs, qui est que, bon, de toute façon, c'est un rôle qui n'a aucune importance. Le monde lui fonctionne, on n'a pas besoin d'elle, et tout ce qu'elle représente, pour parler justement de la beauté, tout ce qu'elle représente sur l'idée de la beauté, finalement, pourquoi faire ? Qu'est-ce que c'est que cette société qui veut la beauté ? Et qu'est-ce qu'elle en fait de la beauté ? Alors, évidemment, c'est un film tranquille, je répète, et tranquillement dérangeant, à tout niveau. Formellement, écriture, et évidemment, sur le sens. Alors, évidemment, les personnages sont tous remarquablement intéressants. Bon, par exemple, le maître d'hôtel, c'est un personnage, dans ce coup, tout à fait extraordinaire. Les jeunes amoureux sont extraordinaires. En réalité, et c'est pas pour rien tout ça, mais ça c'est la romancière, mais enfin, il s'en sert que le jeune violoniste s'appelle Narciso. Et qui est Narcisse, en fait ? Lui, un peu. Mais c'est elle. Qu'est-ce que c'est que le Narcisse ? C'est s'admirer soi-même dans sa beauté. Et au fond, on peut pas dire qu'elle s'admire. Elle sait qu'elle est belle, elle sait qu'elle suscite des désirs, mais sa fonction est d'être belle et de susciter des désirs, donc de ne pas avoir de désir soi-même et d'être incapable de rentrer dans le désir. Donc dans la sexualité, etc. C'est, je répète, sur des sociétés, je dirais, mortuaires, qui tuent justement et la vie et le désir, c'est un film magnifique. Et si vous ne pensez pas à Salazar, enfin je m'excuse peut-être que des jeunes ne savent pas qui est Salazar d'ailleurs. Salazar c'était le franco-portugais. Donc le fasciste qui a fait la dictature pendant 30 ans, ou je ne sais plus combien, ou 40 ans, au Portugal. Et c'est cette société-là qu'il nous peint. Et à la fin
à la fin du film, lorsque l'aristocrate dit d'un seul coup une pensée beaucoup plus moderne, là on peut présupposer, rien ne nous est dit, que ça y est, Franco est parti, c'est la révolution des œillets qui l'a emporté, et on est dans un autre monde. Mais en même temps, dans ce milieu-là, rien ne peut changer. Tout est bouclé d'emblée, et on ne peut passer que d'une superbe maison à une autre superbe maison, et Dieu sait comme le Portugal, vu comme ça, qu'est-ce que c'est beau. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est aller au Vésuve, c'est-à-dire à la maison du Vésuve, parce que là, la notion même de Vésuve, l'idée du volcan, etc., mais qui est un volcan d'une froideur totale, quoi. Ça ne dit pas beaucoup. Et en plus, ce que je trouve très très beau dedans, mais ça encore c'est le roman en revanche, oui. C'est la fondatrice du domaine, c'est cette dame qu'on aperçoit en photo, pour qu'il y ait eu 3 maris, un qui est mort, l'autre le disparu, etc. Enfin, déjà, ça donne bien. Dedans, justement, l'importance du rôle de la femme par rapport aux hommes, ce qui est aussi dit, et ce monde qui pourrait être celui, justement, pour Emma, de la naissance ou de la possibilité d'aller vers l'autre, vers l'amour et la sexualité, est en fait, de par ce portrait-là, absolument pas écrasé, enfin pas seulement frustré, c'est-à-dire, je sais pas, point de vue psychanalyste, comment on peut dire, enfin, castré, quoi. Le désir est castré. Et c'est une magnifique image de castration. Et à la fin, elle donne son bouquet, la promenade à travers. Vous voyez, quand même, quand on voyait un cinéaste qui s'exprime fondamentalement avec les images. Le moment où elle s'en va à la fin dans l'orangerie avec les oranges, c'est magnifique. Et c'est d'une simplicité en même temps. Et ça fonctionne très fort. Les mouvements sont des mouvements sous-jacents qui appartiennent à des pulsions ou des besoins du personnage, mais qui sont toujours finalement à rien. On n'aboutit pas. Rien ne se fait. On reste dans une espèce de statu quo où, pour l'instant, l'argent est toujours là. Mais c'est plus tout à fait vrai à la fin. Vous avez quand même, justement parce que la société a changé, le maître d'hôtel est devenu maintenant très riche, et le médecin spéculateur vient de perdre en spéculation, puisque ça y est, le régime de Salazar étant fini, on est rentré dans le régime capitaliste, et là, il faut savoir jouer, et lui ne sait pas le jouer. Vous n'avez qu'à vous amuser à voir le film, il est simple. Hein. Ouais, je voudrais vous remercier, et je sais pas, pour profiter de votre présence, vous avez prononcé le mot d'incertitude. Donc moi j'ai eu la chance de voir le principe d'incertitude cet été. D'après vous, qui connaissez bien Manuel de Oliveira, ça vous semble être une caractéristique, je ne sais pas si on entend, une caractéristique de son cinéma. Voilà, dans ce film, on voit justement les êtres sont incertains. Il a parlé de l'androgyne, enfin il y a plein de choses. C'est un film très riche en effet. Oui, c'est-à-dire que les personnages, pour pouvoir, au fond, faire de l'action, il faut avoir les moyens de faire et avoir un but pour le faire. Bon. Dans la caricature, on entre dans le cinéma américain, qui n'est qu'action. Le cinéma américain, c'est la course à demain, à futur. Le futur va résoudre le problème d'aujourd'hui. Ça, c'est la course américaine. Bon, ça donne des films quelquefois remarquables, mais dans ce cinéma européen, et en particulier celui d'Oliveira, mais enfin, il n'y a pas que lui, va se constater qu'on n'a plus du tout la main mise sur l'action. Nous ne sommes plus maîtres de l'action. Nous sommes agis, oui, plus que nous pouvons agir. Et dans le film, ils sont tous agis par leur profession, le jeu même de la société, etc. Et ils ne peuvent pas aller quelque... Donc tout n'est que impossibilité à s'accomplir. Et même les hommes qui se jouent comme ça la parade de la séduction, de la virilité, avec tout ça, de longues conversations où on feint de croire que dans une très bonne société où tout se joue sur le langage, à quel point finalement on est séducteur et tout le reste, et puis on reste très à plat, comme on dit, des accus qui sont à plat. Alors je sais pas, peut-être que vous n'avez pas vu de film comme ça, mais quand on le voit comme ça, je vous jure que c'est drôlement pas mal, hein. Oui. Vous qui avez joué pour Juan César Montero. Ah oui. Ah bon, vous savez tout, vous. Comment Montero pensait l'œuvre de Oliveira? Comment il s'estimait? Écoutez, comme toujours, lorsque vous avez deux artistes dans un pays,
qui ont un sentiment que l'autre est quand même aussi un grand artiste. Il y a toujours quand même une petite part qui traînaille de jalousie. Hein, c'est logique. En même temps d'admiration. C'est logique. Bon, je ne sais pas si vous prenez par exemple, changeons de registre et passons à la peinture. Si vous prenez Picasso-Matisse, évidemment que c'est un rapport très complexe où Picasso est furieux que Matisse fasse ce qu'il ne peut pas faire, et Matisse, bon, il sait que quand même l'autre il dessine sacrément bien. Bon. Et ces rapports-là sont en même temps à la fois des rapports, je répète, d'admiration, quelquefois d'amitié, quelquefois pas du tout d'ailleurs, et en tous les cas, et aussi de jalousie. C'était le cas. Moi, il se trouve que j'ai déjeuné avec les deux, c'était où? À Lisbonne, ça. J'étais très content d'être ensemble, mais en même temps, bon, il ne faut pas non plus exagérer. Et c'était intéressant par rapport au Portugal, c'est que, bon, comme dans beaucoup de pays, Porto ne supporte pas Lisbonne et Lisbonne ne supporte pas Porto. Donc ça, vous avez ça à peu près partout. Emmanuel et Porto, Porto. Montero, c'est Lisbonne. C'est déjà pas les mêmes mentalités. Et c'est vrai que donc la peinture que fait Montero, à commencer par ses complexes sexuels, ou ce complexe, en tout cas ses velléités sexuelles, ne correspondent pas du tout. En aucun cas, Oliveira peut faire ça. Ça ne le concerne pas. L'idée même d'une pointe de perversité, si. Alors ça, le plus pervers des deux, je ne sais pas lequel. Ça, c'est un autre problème. Mais le tout est un problème justement d'intelligence et aussi de façon comme ça de se déplacer. Quoi. Oliveira ne pourrait pas, par son éma, son drame, c'est qu'elle est pure. Alors que elle l'est absolument pas. Mais elle n'a pas le droit de quitter la fonction de pureté qu'on lui attribue parce qu'elle est belle. Donc toi, tu te tais, t'es belle, point final. Si tu es belle, c'est que tu es parfaite. C'est que tu es la Vierge, t'es tout ce que tu veux. Bon. Mais tes désirs, tes pulsions, tout ça, d'accord. Mais bon, et tout est fait là-dessus. C'est toujours fait en sous-main chez Oliveira. Alors que chez Montero, c'est fait pas en sous-main du tout. C'est ouvert. Bon, forcément qu'ils avaient de l'admiration l'un pour l'autre. Mais je répète, l'admiration. C'était très intéressant, ce déjeuner. Et en plus, c'était bon. Donc, Oliveira, bon, là, je l'ai vu encore tout récemment, là, à l'ouverture de la Cinémathèque. Incroyable. Hein. Je vous ai dit qu'il a 97 et qu'il fait semblant d'avoir 95. Comme ça, c'est les 2 ans de plus. Enfin, il fait ce film-là, pour bien vous rendre compte, il a 85 ans quand il fait ce film-là. Je ne veux pas dire, il est actuellement, il bat tous les records du Guinness, enfin, je sais pas quoi. Aucun cinéaste au monde n'est allé aussi loin, quoi. Puis en plus, avec plein de forme. Bon, là, c'est vraiment du détail, mais aussi c'est amusant à faire, un peu, pour distraire. Bon, c'était où? C'était à Turin. Oui, à Turin, on lui rendait un hommage, c'était il y a 4-5 ans. Bon, il avait aussi un repas comme ça, et l'assistant d'Oliveira me racontait que, bon, je ne sais plus pour quel film c'était ou quelle importance, il était pour faire un plan, il était sur un tréteau. Un tréteau, c'est à peu près à 1 mètre de hauteur, hein. Et il regardait la caméra, il a filmé, bon. Et à la fin, l'assistant est venu pour l'aider à descendre. Et lui a sauté de 1 mètre à 93 ans ou 94 ans, comme ça, quoi. Et on le voit encore aujourd'hui, il n'a absolument pas une sensation de vieillesse. Et l'esprit reste intact. C'est un cas, hein. Puisqu'en plus, il a fait justement un film qui s'appelle Mon cas. Alors lui, c'est vraiment un cas. Bon, là, c'est une dérive, un peu pour se distraire, mais c'est intéressant aussi de voir que ce cinéaste est unique. À tout niveau, il est unique. Traveled round through
deserts on my horse. But jokes aside, I wanna come back home. You know, that night I said I had to go. You said you'd meet me on the sunny road. It's time, meet me on the sunny road. It's time, meet me on the sunny road. I never married, never had those kids. I love too many, now heaven's closed its gates. I know I'm bad to jump on you like this. Some things don't change, my middle name still is. I know that night's a long, long time ago. Will you still meet me on the sunny road? It's time, meet me on the sunny road. It's time, meet me on the sunny road. Well, this is it. I'm running out of space. Here's my address, a number just in case. This time, as one, we'll find which way to go. Now come and meet me on the sunny road. Radio Campus, les conférences. Vallée à Brau de Manuel de Oliveira, une conférence enregistrée en public le 15 décembre 2005. Bon, je vous réécoute par rapport à notre film. Oui. Est-ce que sur le discours de l'aristocrate à la fin, quand il parle de... Mais ils sont tous aristocrates, hein, plus ou moins. Ce sont des athées, un peu comme on dirait, je ne veux pas ici parler de la Bourgogne, mais on dirait les aristocrates du Bordeaux. C'est un peu ça, c'est-à-dire que en Bourgogne, ça peut être pareil. Enfin, les grandes familles de vin bourguignon, c'est un peu cette même idée. C'est tout le Douro, quoi. Le Douro, c'est en effet, bon, la richesse, c'est le Porto. C'est dit à la fin. Enfin, c'est la vigne, etc. C'est dit à la fin. Oui, je m'excuse. Une fois que ce personnage a exprimé, on va dire, ses pensées, il se justifie sur le pourquoi il dit ça comme ça, en disant je le dis tel. Je sais plus l'adverbe exactement qu'il a utilisé, mais tel un artiste, et ce qui me permet d'être dans une liberté d'expression complètement libre. Est-ce que on peut considérer à ce moment-là qu'on est juste sur ce point-là, sur la façon de parler, sur la liberté d'expression, face à un discours qui pourrait tenir du discours d'Oliveira sur sa façon d'exprimer ses messages dans ses films? Oui, justement, parce que l'intention profonde d'Oliveira, c'est de jamais transmettre un message. Il ne joue que sur des notions d'équivalence. À vous de voir le message. Alors là, bon, il a donné un tout petit message, mais qui d'ailleurs ne peut pas être le sien. C'est un personnage qui dit ce message-là. Il y en a d'autres qui sont donnés, donc c'est au spectateur, et ça a encore eu des difficultés pour le spectateur, d'essayer de défaire toutes les intrigues qui ne sont pas des intrigues d'action, mais des intrigues tout simplement que les attitudes des personnages sont intrigantes. Donc, comment démêler cela ? Et en démêlant cela, en effet, on fait surgir ou on fait apparaître des discours ou des attitudes, et on travaille sur leur équivalence. Si on prend le film, par exemple ici, celui-ci, avec le personnage d'Emma, qui est quand même le personnage central, et les autres personnages, il ne se passe rien qui ne soit pas banal d'un personnage à un autre personnage. Mais en même temps, c'est tout le jeu, toute une espèce de texture qui se crée dans le jeu des rapports. Et il n'y a que des jeux de rapports. Donc c'est des jeux de rapports, ça ne peut pas être des jeux, on ne peut pas tenir un discours si on fait un rapport. Ça ne peut être simplement que comment ça se tisse, ce jeu de rapports.
Et ça devient tout à fait différent, bien sûr. Ça, c'est la façon de travailler d'Olivera. Jamais Olivera vous dira qu'est-ce qu'il faut penser. Oui, c'est quand même un point de vue, et c'est vrai que là, le personnage est tout à fait intéressant, car le point de vue d'Olivera, c'est un point de vue quand même très aristocratique. Dans le bon sens du terme. En aristocrate de gauche, mais dans le bon sens du terme. Mais parce que en aucun cas il ne peut rentrer dans le militantisme. Ça tuerait son cinéma, tout simplement. Imaginez, vous en avez un moment comme ça qui est très simple, c'est l'arrivée de l'espèce de jeune facteur qui aperçoit la servante, qui a envie de lui faire des avances. Et comment ça fonctionne? Et d'un seul coup, son discours révèle, justement, c'est très intéressant, son discours révèle le côté un petit peu fasciste, de côté Salazar, c'est-à-dire machiste, sans s'en rendre compte. Alors qu'en principe, il le dit, tiens, un discours de gauche. Tu te fais exploiter, pourquoi tes patrons ne prennent pas ton travail? Enfin, c'est un discours tout à fait étonnant. En plus, il y a une chose, je pense que vous ne pouvez pas rentrer tout de suite dans ce jeu-là en voyant le film pour la première fois. Mais il y a quand même un sacré humour. Et par exemple, cette scène-là, si on sait la déguster, elle est merveilleuse. Au point de vue humour et façon de défiler dans le sens où on tire le fil, le discours. Ce type qui vient prêcher de cette façon la lutte du peuple, et lui-même une espèce de petit tyranno, machiste, quasi-violeur, etc. C'est ça, Olivera. Donc c'est jamais simple, hein, jamais. Le personnage du maître d'hôtel est étonnant. Le neveu, enfin, quand vous prenez tous les personnages qui apparaissent, la romancière, alors là, bon, à l'évidence liée au personnage de la romancière qui a écrit ce roman et d'autres, qui est une femme, on le sent, assez remarquable, mais là encore, vous savez plus très bien ce qu'elle vous raconte. C'est un discours qui se retourne, c'est pas qu'il se retourne le discours, c'est qu'il se perd dans de nouvelles propositions. Où est-ce qu'on est? Alors, comme en plus c'est extrêmement dense sur l'expression, que c'est profondément poétique par surcroît, alors là, je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez perdu pied, ce qui est logique. Oui. Mais justement, perdu pied, c'est un peu mon cas, mais en fait, c'est juste cette espèce d'anachronisme tout le temps. J'ai eu beaucoup de mal à me situer, en fait, dans le temps. C'est bizarre, c'est aussi l'esthétique de l'image, ce genre de choses. Et puis tout ce qui peut être dit, ce rapport de classe, ce communisme des années 30, oui, mais justement, ce libertinage un peu du XVIIIe siècle, enfin avec des termes un peu crus, mais pas vraiment, parce que comme le personnage de la romancière, quand elle explique à propos de son mari qu'elle avait fait installer la table de chevet, la chambre à part. Ouais, voilà. Une chambre à part. Et j'ai eu excessivement de mal à me retrouver parce que, enfin, c'est un anachronisme, mais dans l'autre sens, si vous voulez. Mais bon, là aussi, ça fait partie du fait que Olivera ne veut pas donner son message et ne veut donc pas non plus situer. Quand je vous parle de l'époque Salazar, ce n'est pas dit dans le film. Pas une seule fois, vous avez l'ombre de l'idée que ça se passe sous Salazar. C'est dans le non-dit. Dans le non-dit de quoi? D'une société qui est encore une société bourgeoise, qui peut encore vivre de ses privilèges, qui s'enferme et est très fière de ses privilèges. Privilèges qui, évidemment, outre de se connaître, de pouvoir donner des balles, etc. Enfin bon, ça c'est autre chose. C'est pas pour rien que le film est quand même fait sur un monde extrêmement, en tous les cas, élégant et riche. Mais ce monde-là, tel que Olivera le montre, et la romancière aussi d'ailleurs, c'est un monde bourgeois. C'est-à-dire, c'est en effet 80 ans plus tard, dans une société qui est en retard par rapport à la société, disons, française de Madame Bovary, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui au Portugal, ou qu'est-ce que ça a été au Portugal, 80 ans après, ce qu'était la bourgeoisie en France au moment de Flaubert. Avec, justement, quelque chose qui n'est pas dans la bourgeoisie française de Flaubert,
et puis la bourgeoisie française tout court. Il suffit de voir la Biche et tout le reste, qui était une bourgeoisie fière de son fric et assez lourde, mais plutôt très lourde et balourde dans sa représentation, disons, spirituelle du monde. Son goût, à l'époque, rappelez-vous, c'est quand même le goût pompier. Donc, cette bourgeoisie-là ne correspond pas à 40 ou 50 ou 60 ans plus tard à la bourgeoisie portugaise qui, elle, est liée et reste liée à la tradition aristocratique. C'est pour ça qu'on est plus chez les aristocrates. Enfin, les maisons sont des maisons d'aristocrates, c'est pas des maisons de bourgeois. Et donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de situer. La mentalité est celle d'une bourgeoisie qui essaye de se survivre à elle-même, continuant la tradition aristocratique. On pourrait dire, et je pense sûrement, enfin, puisque la romancière est quand même une grande femme de lettres, qu'elle connaît Proust. C'est-à-dire que cette bourgeoisie-là dont on parle ici, c'est celle que, au début du XXe siècle, c'est plus celle de Flaubert, c'est 30 ans plus tard. Cette bourgeoisie-là essaye de retrouver ou à la nostalgie de l'aristocratie de l'Ancien Régime. Mais la seule inconvénient chez Proust, c'est que les aristocrates de l'Ancien Régime sont devenus des bourgeois comme tout le monde. Donc la duchesse de Guermantes, c'est une bonne bourgeoise, bien solide, mais avec l'espèce d'auréole du titre de duchesse. Bon, c'est ça qui nous montre. Et à la fin, je répète, on n'a pas besoin de savoir que Salazar est tombé. Mais si, il y a ces signes-là. Le Barry va tomber en faillite parce qu'il y a des actions. Donc maintenant la bourse marche. On ne sait plus, un monde clos et fermé sur lui-même. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre déjà comme... Oui, c'est ça, le maître d'hôtel, on en revient à la chose qui, lui, est allé en Angleterre et a pu devenir riche. On se demande dans ce coup, comment, pourquoi. Enfin bon, il peut revenir et avoir une propriété. D'un seul coup, le monde change à ce moment-là. Et moi, ce que je trouve très subtil dans le film, de ce point de vue, il reprend Madame Bovary, enfin, il au pluriel, romancière et cinéaste, il reprend Madame Bovary, mais en le changeant complètement. Madame Bovary n'a plus à se suicider. Simplement, elle est un accident de la nature, donc un accident de la nature, qui a d'emblée un accident corporel qui est calclodique, donc elle boite un peu, et donc, pour être logique, il est normal qu'un morceau de bois casse sous son pas, ça la fait trébucher, qu'elle se noie. Voilà. On n'a pas besoin du suicide. En revanche, on répercute ou on raisonne, dans le sens de résonance, cette chose-là sur le mari. De quoi est mort le mari, on ne le saura non plus jamais. Si ce n'est que est-ce un suicide, est-ce un désespoir, aucune importance. Enfin, je veux dire que il y a, c'est toute la fin du film, le fait que les individus se sont crus réellement des individus ayant un destin individuel, et je répète, c'est vraiment la fin du film, c'est dit. En fait, ils ne sont qu'une partie comme ça du monde qui fonctionne. Et elle meurt, lui va mourir, c'est tout. Je répète, c'est un jeu de résonance. Et tout le film est fait sur ça, sur sa fabrication, sur son langage. Tout est fait sur la résonance permanente et perpétuelle. C'est pour ça qu'il y a une telle différence entre l'image et le texte littéraire. Et vous avez peut-être pu remarquer que plus le film avance, plus les dialogues prennent de la place. Comme si, plus le film avance, plus les personnages peuvent se croire persuadés qu'ils ont un destin, donc ils sont plus ou moins maîtres de leur destin, donc ils ont la parole. Alors qu'avant, pendant, on peut dire presque 1h30 de film, la parole appartient au roman, donc au lecteur du roman. Alors ça fait partie évidemment des écritures très savantes, secrètes, simples en même temps, et qui font l'étrangeté de ce film. Même pour ceux qui, je ne fais pas d'illusions, je pense que certains d'entre vous se sont quand même un peu ennuyés pendant le film, c'est logique. Mais la force du film, c'est que même si on peut s'ennuyer à un moment, il reste fascinant. Et on est quand même pris par le film. Bon, on peut quitter le film pendant le film, c'est possible. Mais il y a d'autres films qui permettent davantage de partir pendant le film que celui-là, curieusement. Normalement, on pourrait croire qu'il prédispose à ce que les gens, oh là là, on s'en va, qu'est-ce que... etc.
against my will to these sad shores, and unknown forces drawn me, bound into a future shaped by ancestors before me. Day on day I march the beat to someone else's drum. I have searched far foreign lands, there's nowhere left to run. Rise up, oh demons, I shall shame you. Down the barrel of my gun, and one by one I'll name you. Day on day my brothers leave, go marching off to war. Yet we never understand for what we're fighting for. And worldly gains designed for worldly men. Oh, I'm a master of the heart with ears and hands to lend. Oh, soldiers come and soldiers go, some changed by love for thee. A circle in the chain of life, all fighting to be free. Radio Campus, les conférences. Vallée Abrao de Manuel de Oliveira, une conférence enregistrée en public le 15 décembre 2005. Oui, je voulais parler. Je voulais revenir sur la fin. Que vous dites que c'est pas un suicide, effectivement, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'à un moment, avec Fortunato, c'est ça, ils vont faire un tour de bateau et elle va sur ce ponton et il lui dit faites attention, oui, il y a des lattes dangereuses. Elle lui dit quand même, je suis déjà venue là, je le sais, vu le nombre de fois où je suis venue. Et là, il y a comme il donne pas la vie, il n'y a pas de message, mais ça peut. C'est un acte manqué quand même. Un acte manqué plutôt réussi. Oui, oui, bien sûr. Mais ça aurait été explicatif. On vous dit, elle veut se suicider. Vous tuez la faim. Si vous faites mourir Madame Bovary, il faut que vraiment vous ayez les effets du poison qui sont parfaitement connotés, relevés, disséqués par Flaubert. Là, on n'a pas besoin. Et en plus, c'est beau parce qu'un plan, un peu d'eau, pas plus. On n'a pas besoin de dire plus. Alors c'est pour ça que vous avez raison. Ça peut être. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que, alors, en même temps, par exemple, je sais pas si vous l'avez noté, mais à la fin, lorsqu'elle s'habille, elle est d'ailleurs, là aussi, ce qui est magnifique dans ce film, c'est que plus le film avance, plus elle devient belle. Quand on la voit la première fois en fillette de 15-16 ans, je sais pas ce qu'il y a de plus extraordinaire, et plus le film avance, plus elle devient très belle. Et quand à la fin, elle s'habille avec cette robe jaune, cette espèce de collerette, etc., avec les fleurs, avec les oranges, dans une couleur qui renvoie à sa couleur jaune du bal, qui lui était agressif. Et où on fait remarquer, alors que, ici, il y a quand même quelques dames. Normalement, vous auriez cette robe-là dans un bal, vous vous dites, je suis quand même assez élégante. Et là, on fait remarquer, elle ne sait pas s'habiller. Tout est fait sur ce genre de subtilité. Parce que là aussi, il y a quand même, sur une femme, on peut dire, qui apprend
toutes les roueries d'une société, tous ces petits secrets plus ou moins minables, on peut dire, et qu'elle sait finalement s'en servir totalement. Mais pourquoi faire ? Finalement, tout ça, ça tombe à l'eau. Ce qui est impressionnant, c'est qu'elle cultive une image, en fait. C'est vraiment ça. C'est le sujet du film. À partir du moment où elle s'est regardée dans le miroir, elle cultive vraiment... Elle cultive son image. Elle pose tout le temps. Elle pose, elle est dans l'illusion du sentiment, dans l'illusion du sexe, dans l'illusion d'elle-même, dans l'illusion de la société, de la richesse, etc. Elle n'est que dans des illusions. De ce point de vue-là, on retrouve Madame Bovary, mais traité... il y a du bovarisme, oui, mais c'est pas Madame Bovary. Puis en plus, par exemple, le docteur n'est pas ce lourdeau du docteur Bovary, etc. Enfin, quand on fait les comparaisons, et on voit bien, malgré tout, la romancière en a fait quand même de ce mari de Carlos, il en a fait un médecin. Mais c'est un médecin qui, à l'inverse de Bovary, quoique elle dépense beaucoup, c'est un médecin qui sait manipuler l'argent. C'est dit à un moment, il scandalise par les notes d'honoraires pour quand quelqu'un est mort, quoi. Donc il sait faire du fric. Par rapport au roman, c'est intéressant à comparer. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des étudiants de lettres ici faisant un peu de Flaubert et de naturalisme, faire la comparaison entre les deux. D'ailleurs, ça a été fait. Attention, je dis ça pas comme je dis pas ça innocemment. En effet, c'est très intéressant de faire la comparaison, pas la comparaison. Le travail qui a été fait à partir d'une œuvre originale qui est Bovary, et comment on la retravaille 80 ans plus tard en lui donnant d'autres acceptions, d'autres entrées et d'autres sorties par la même occasion d'ailleurs. C'est presque à l'opposé de Madame Bovary pour moi par rapport au roman, mais c'est pas un reproche. Je veux dire que c'est un autre personnage. Enfin, je sais pas, en même temps complémentaire, opposé, enfin, je sais pas. Oui, mais justement, c'est comment, enfin, vous êtes romancière, hein, vous dites, tiens, je vais faire aujourd'hui traiter une Bovary d'aujourd'hui, dans ma société à moi. Je m'empresse de vous dire que j'ai pas vu le début, hein, je suis arrivée à la moitié. Oui, mais enfin, de toute façon, ça change pas grand-chose. Non, mais parce que le roman de Madame Bovary m'avait beaucoup frappé, je l'ai lu assez jeune. Ah oui, mais bon, le début de Bovary, vous êtes en plein naturalisme, hein. Vous êtes en pleine campagne, c'est boueux quand même. Oui, si. Pour moi, c'est pas. Enfin bon, on va pas s'amuser. Mais je veux dire que sur comment une romancière, voilà les éléments de Madame Bovary. Qu'est-ce qui peut rester aujourd'hui du bovarisme dans une autre société, une autre époque, un autre contexte, une autre situation politique, et on reprend, mais forcément en différenciant beaucoup, évidemment. C'est ce qui rend le film aussi, de ce point de vue-là, passionnant. Si c'était la copie de Madame Bovary, ça n'aurait aucun intérêt. Enfin, aucun intérêt, si. Bon, enfin, on peut le faire à ce moment-là. On fait Madame Bovary, on ne s'amuse pas à faire un film dans une autre époque qui semblerait refaire Madame Bovary. Il ne faut pas oublier que le Portugal, qui est pas très coté dans le monde littéraire français, c'est quand même une littérature sublime. Hein. C'est pas rien, le Portugal. Mais la seule chose que je peux vous conseiller, puisque le film est sorti en DVD, c'est de vous le repasser chez vous, tranquille. Et vous verrez, vous y prendrez encore plus de plaisir, c'est vrai. C'est un film qui demande un certain effort, indiscutablement. La fin prochaine, ça sera donc Goldoni. Alors, c'est pas pareil, Goldoni. Bien, à moins que vous ayez encore une dernière question à poser, mais enfin, à la fin prochaine, alors. Valet Abrao, de Manuel de Oliveira. Cette conférence a été enregistrée au Théâtre Mansart à Dijon, production Ad Camera. Radio Campus, les conférences.